Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous RH Emploi. C'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et évidemment bien dans son job aujourd'hui. Quel impact la crise Covid a-t-elle sur les collaborateurs dans l'entreprise? On en parle avec Pauline Caillat, associée chez Havas Paris. Justement, elle travaille sur ces questions. Justement, on fera le point avec elle dans quelques instants. Smart et Réglo, la réforme de l'assurance chômage, cette fameuse réforme contestée. Que va-t-elle changer? Qu'est-ce que cela change si vous êtes allocataire? On en parle avec une experte juridique dans Smart et Réglo. Le cercle RH avec un entretien croisé entre Patrick Lévy-Vetz, à l'origine d'un rapport sur les tiers-lieux qui transforment, qui révolutionnent la manière de travailler, et Gauthier Tout-le-Monde qui lui aussi a choisi de créer des tiers-lieux, mais alors dans des conditions extrêmes en Indonésie, version bootcamp. On va croiser leur regard évidemment sur le développement de ces tiers-lieux. Puis dans Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, les métiers du ferroviaire. Tiens, ils recrutent et font découvrir ces métiers parfois peu connus avec des portes ouvertes. On en parle avec le directeur général de la société Sphéris. Ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on en parle aujourd'hui avec Pauline Caillat. Bonjour Pauline. Bonjour. Associée chez Havas Paris. Alors on se dit, tiens, bien dans son job, la relation aux collaborateurs, la qualité de vie au travail, et Havas, on se dit naturellement, c'est pas logique. Et vous allez nous dire, bah si, c'est très très logique, parce que je dirige justement Havas Paris People, qui est une sorte de petit village gaulois, qui est une petite entité. Racontez-moi, qu'est-ce que vous y faites chez Havas? Parce que c'est pas naturel de lier ressources humaines et Havas. C'est plutôt naturel, parce qu'en fait, Havas Paris a compris que la promesse client se délivre désormais avec une promesse collaborateur forte. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs pendant la crise Covid. La continuité de l'activité des entreprises a été réalisée parce que l'ensemble des collaborateurs s'est mobilisé du jour au lendemain. Si on se resitue il y a 18 mois, qu'est-ce qui s'est passé? On a déclaré un confinement du jour au lendemain. Les entreprises étaient prêtes? Pas forcément. En revanche, les collaborateurs, avec leur agilité, avec la communication transversale, ont permis cette continuité d'activité. Et donc, en fait, ce phénomène et cette crise pandémique est une formidable opportunité pour repenser les relations collaborateurs et l'efficacité et la performance de l'entreprise à l'aune du collaborateur. Pauline, l'idée quand même de cette structure chez Havas, c'est bien d'accompagner à la fois les décideurs et les collaborateurs. Tout à fait. De les accompagner sur le chemin qui s'est ouvert depuis cette crise Covid, c'est-à-dire le télétravail, une autre manière de travailler finalement. Tout à fait. C'est une quinzaine de consultants, voire de militants, qui ont cette croyance-là, que le collaborateur est à l'origine de tout. Et donc, on accompagne les entreprises et les organisations, les leaders, sur de la marque employeur, comment on attire et comment on retient les talents demain, sur les systèmes d'information et de communication en destination des collaborateurs, parce que notre collaborateur, c'est aussi un citoyen qui est noyé sous l'information, et donc l'information de l'entreprise a de plus en plus de mal à avoir un impact. C'est aussi les logiques de culture et d'engagement dans les organisations et la mobilisation du collaborateur comme agent d'influence et de diffusion. C'est intéressant, il y a quelques années, c'était les chiffres essentiels, ou en tout cas le pilotage, c'était les finances. Et là, on s'aperçoit aujourd'hui, à la sortie de cette crise Covid, que le pilotage d'une entreprise, c'est ses humains. C'est de savoir les accompagner, de les retenir, d'éviter qu'ils s'en aillent trop vite et de recruter les meilleurs. Est-ce que c'est ça l'enjeu que vous fixez finalement chez Havas People? C'est de redire que le capital humain est tout aussi important que le capital financier, parce qu'en fait, c'est le capital humain qui délivre le capital financier. Et donc, il faut remettre les choses dans l'ordre. Et cette crise a permis ça, de remettre un peu l'église au milieu du village, de se dire que je peux être client-centrique, je peux parler de mon client toute la journée, mais je ne peux pas être client-centrique si je ne suis pas people first. Là, ça, c'est très Havas. En un mot, il faut être en accord entre l'intérieur et l'extérieur. Exactement, c'est une histoire d'alignement. Et on est dans le et, on n'est pas dans le ou. C'est pas parce qu'on a une promesse cliente forte qu'on néglige sa force de travail. On est vraiment dans une conjugaison. Pauline Caillat, il y a deux sujets qui sont importants. Il y a le télétravail qui bouleverse d'une manière très nette la relation au manager. Quelle proposition, quelle solution vous apportez quand une entreprise vous dit aujourd'hui on a des difficultés évidemment pas à contrôler mais à organiser le travail parce que nos managers ne savent pas faire et parce que les collaborateurs, en un mot, ont pris beaucoup d'autonomie. Quelle réponse vous apportez là-dessus? C'est un rôle très important parce que avant la crise, on avait une crise du rôle du manager.
Pourquoi ? Parce qu'on avait, les organisations étaient beaucoup horizontales et donc on avait un manager qui était pris en étau entre une base qui pousse et des leaders qui demandent au manager tout et n'importe quoi. Et en fait, le manager a retrouvé un sentiment d'utilité pendant cette crise et ce point-là, il est extrêmement important. D'utilité, il n'était pas un peu perdu, ce manager, on avait des avis. Il était complètement paumé. Ah, on est d'accord. Parce qu'on lui demandait tout et n'importe quoi, que tout le monde n'est pas manager, on ne n'est pas manager, et donc souvent on prend ça comme une couche en plus. Et désormais, en fait, le manager, il a retrouvé cette fonction pivot, cette fonction de réassurance, cette fonction d'accompagnement. Alors, c'est pas toujours simple parce qu'il y a des nouvelles pratiques, effectivement, mais par contre, le sentiment d'utilité est revenu et ce fait, c'est quelque chose de très important parce que ça veut dire qu'il y a une demande. Avant la crise, c'était un rôle qui n'était ni désiré ni désirable et que c'était plus un passage obligé pour des carrières verticales. Vous interrogez les jeunes aujourd'hui dans les entreprises, vous leur demandez s'ils veulent être managers, ils vous disent surtout pas. Surtout pas, exact. Surtout pas. Non, et donc, on voit que cette crise a revalorisé quand même le rôle du manager. Trop de problèmes. Pour la proximité, trop de problèmes. Et puis, je peux faire ma carrière en ayant mon expertise, finalement. Sans m'encombrer de m'occuper d'un collectif. Quelques chiffres qui sont tirés de votre étude, c'est intéressant parce que vous communiquez aussi, c'est intéressant de venir en plateau pour communiquer, pour dire voilà, Havas Paris, par ce biais de ce petit groupe de consultants dont vous parliez, on va travailler sur ces questions. C'est à la fois pas nouveau, mais là vous le revitalisez, vous le mettez dans la lumière. 71% des salariés considèrent que la crise les a plutôt rapprochés de leur entreprise et 65% des managers disent se sentir plus utiles qu'avant. C'est ce que vous évoquez. C'est exactement ça. Et 70% des salariés, alors là ça devient intéressant, attendent, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'autonomie, attendent plus de liberté de la part de leur manager. Ça veut dire qu'on accepte l'idée d'avoir un chef au-dessus de sa tête, mais plus celui qu'on avait avant, qui était là pour contrôler, pour surveiller. On attend quoi ? On attend plutôt j'allais dire presque un psychologue, un accompagnateur, une oreille attentive. C'est quoi l'idée ? On attend un leader. Donc à la fois de l'inspiration. Pas simple. Pas simple. Et encore une fois, tout le monde ne l'est pas. On attend un leader dans la mesure où on attend de l'inspiration. On attend qu'il définisse, en fait, c'est comme un terrain de foot. Le leader, il est chargé de définir les lignes de touche et de laisser le collaborateur dans le terrain. Par contre, il est aussi... C'est le Didier Deschamps de l'équipe, quoi. Exactement, exactement. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que vous parliez de ce nouveau composite dans l'entreprise. C'est à la fois une demande de protection, et on l'a vu pendant la crise, l'entreprise est devenue une valeur refuge, ce qu'elle n'était pas avant. Là où, quand il y a une crise, on se tourne vers sa famille, on se tourne vers l'État en France. Mais de moins en moins vers l'État, d'ailleurs. Les études le montrent, il y a une distance par rapport à l'État. Et on voit que l'entreprise est devenue cette valeur refuge de protection. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait les compléments de salaire quand le chômage partiel était mis en place. Ils ont accompagné plus fortement et on voit des liens de communication interne qui sont resserrés. C'est-à-dire que l'entreprise a pris conscience qu'elle devait de l'information à son collaborateur et elle devait surtout de la conversation. Ce qui est assez nouveau. Avant, on était dans des flux plutôt descendants. Là, il faut que ça remonte. Et là, on est dans des logiques de conversation. On échange, on laisse aussi le collaborateur s'exprimer. Exactement. Il y a un débat, on l'a évoqué, mais on l'a survolé. C'est un sujet, j'imagine, sur lequel votre équipe de consultants est interpellée. On vous dit, moi, je galère à recruter. J'ai un problème de rétention de talent. J'ai un problème de marque employeur. En un mot, et vous l'évoquiez tout à l'heure, il faut que l'entreprise puisse apporter quand même une image vertueuse, positive, pour pouvoir attirer notamment les jeunes diplômés. Sur ce sujet-là, comment vous expliquez, un, qu'il y ait une pénurie aussi forte de collaborateurs, et deux, est-ce que ça indique que les collaborateurs aujourd'hui ne veulent plus devenir des salariés ? Est-ce qu'il y a un débat sur cette question ? Il y a deux choses. Il y a un marché de l'emploi qui est plus tendu, donc du coup ça oblige les entreprises et les organisations à gagner la bataille de l'attention sur les marchés, donc à se différencier, et ça les oblige à être dans déclaration-action. C'est-à-dire que tout le monde s'est fourni d'entreprises à mission, de raison d'être depuis 2 ans, 3 ans. On a vu ça fleurir dans tous les c'est pas que des gadgets, je m'autorise. Ça n'est pas que des gadgets, mais ce qui est attendu de la part d'un futur candidat ou même d'un collaborateur pour rester dans son entreprise, c'est l'adéquation, c'est l'alignement. C'est-à-dire que j'ai posé une mission, j'ai posé une raison d'être il y a quelques mois ou quelques années. Concrètement, comment ça se traduit dans mon quotidien ? Concrètement, comment je m'engage dans cette mission dans l'entreprise. C'est-à-dire pas que des mots, mais il faut que le collaborateur sente effectivement que ce ne sont pas que du greenwashing ou de la communication. Exactement. C'est de la réalité, il le sent. C'est comme en politique, on est dans l'ère de la preuve aussi.
dans les entreprises. Et donc c'est ça qui fera la différence pour les organisations. C'est comment je traduis ma raison d'être dans le quotidien de mes collaborateurs. Et le rapport au salariat, avant de nous quitter, c'est intéressant, je suis persuadé que vous expertisez cette question, c'est-à-dire qu'une partie de la population, jeune, pas toujours d'ailleurs, se dit, moi, le statut de salarié ne me va plus. C'est-à-dire je veux être indépendant, je veux être auto-entrepreneur, je vais avoir un équilibre vie privée et vie pro. Ça, vous le ressentez, j'imagine aussi. Bien sûr, mais c'est l'enjeu des grandes entreprises notamment que de favoriser des parcours d'entrepreneuriat. Parce qu'on ne peut pas opposer. C'est-à-dire c'est pas plus vertueux les carrières dans les ETI, dans les grands groupes ou dans les startups. En revanche, ce que je vois et ce que je sais, c'est que certains ont les moyens de développer des jeunes talents parce qu'ils ont les moyens financiers, ils ont les moyens organisationnels. Par exemple, quand on va en R&D, une R&D dans un grand groupe, en fait, donne beaucoup de possibilités à des jeunes de s'épanouir. C'est les grands groupes qui ont plus la main que sur des ETI ou des PME. C'est plus compliqué dans les PME de pouvoir attirer des talents. Exactement. C'est compliqué pour elles. Exactement. Mais ils ont plus d'atouts. Les grands groupes, en tout cas, ont plus d'atouts. Merci Pauline Kaya. Un dernier mot avant de nous quitter. C'est intéressant. Vous donnez combien de temps pour faire décoller l'avion Havas People Paris? Parce que ça, c'est quand même, je le redis, un peu une nouveauté. Havas n'est pas connu pour ce secteur-là en particulier. C'est pas là-dessus, et pourtant vous le développez. C'est quoi le planning? En tout cas, c'est un nouvel élan. Le planning, il est déjà démarré depuis le mois de mai. Oui, c'est tout jeune, c'est tout frais là. On voit les problématiques et les clients arriver. Voilà, on est en croissance, tout va bien et l'avion décolle et le plan de vol est précis. Et vous avez le sourire, Pauline Kaya. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. C'est bien Havas Paris People. Havas Paris People. Pourquoi People d'ailleurs? Parce que c'est cette idée vraiment des hommes, des gens qualificatif de dire nous, on croit à ce capital humain et on croit à cette force collaborative. Des gens, de ceux qui vivent dans l'entreprise. Merci Pauline Kaya d'être venue nous rendre visite ce matin. Merci à vous. Tout de suite, c'est Smart et Réglo. Ne bougez pas, ça va vous intéresser. Encore que c'est la réforme de l'assurance chômage. Oui, c'est une question de fond. On accueille tout de suite une experte pour nous expliquer ce qui a changé depuis le mois d'octobre. Parce que vous le savez, une réforme a été validée, contestée d'ailleurs. Qu'est-ce que cela va changer pour vous, vous qui êtes allocataire? On en parle tout de suite avec une experte juridique. Smart et Réglo, l'assurance chômage, réforme de l'assurance chômage. Ça a mis un petit peu de temps, ça avait été repoussé, souvenez-vous, à cause de la crise Covid. Et puis en octobre, au 1er octobre, réforme de cette assurance chômage. On en parle avec Estelle Damilano. Bonjour Estelle. Bonjour. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venue sur le plateau nous rendre visite. C'est un vrai plaisir. Experte chez SVP Information Décisionnelle. Réforme du 1er octobre. J'imagine que vous êtes interpellé sur cette réforme par des clients qui se posent des questions. Quelles mesures phares de la réforme de l'assurance chômage, d'abord, ont été suspendues pendant la crise sanitaire pour ensuite se projeter vers cette réforme en vrai? Oui, tout à fait. C'est un véritable feuilleton, cette réforme de l'assurance chômage, puisque du coup, ça date de juillet 2019 quand même. Et là, suite au Covid, il y a eu beaucoup de reports, notamment les mesures phares qui étaient les conditions minimales d'affiliation, qui devaient passer de 4 mois à 6 mois. Exact. On avait suspendu pendant le Covid. Et là, ça va être réactivé au 1er octobre. Mais attention, il y a quand même toujours un recours devant le Conseil d'État qui est en cours. Une épée de Damoclès. Voilà, parce qu'en plus du Covid, on a eu le Conseil d'État qui est venu un petit peu pimenter les choses en suspendant la réforme, à la fois sur le fond, sur le calcul du salaire de référence, qu'il trouvait effectivement inéquitable, et aussi sur la forme, puisque les conditions économiques n'étaient pas encore remplies. Donc, normalement, ce devait être au 1er juillet. On a reporté, le gouvernement ne lâche pas l'affaire. Donc, du coup, on a reporté au 1er octobre. Mais là, il y a eu une audience au Conseil d'État le 14 octobre. Donc, on attend effectivement. Est-ce que ça va être validé? Donc, vous nous dites que cette réforme, pour l'instant, elle est au point mort. Elle n'est pas encore. Alors, sur la partie 57% du brut, ça a été réformé ou pas sur cette question? Sur le montant du calcul de l'allocation? Quel enjeu? Voilà, c'est plus compliqué parce que les 57%, on les garde. Le problème, c'est qu'on va changer le salaire de référence. C'est ça. C'est-à-dire qu'auparavant, on prenait les 12 derniers mois, les salaires bruts divisés par le nombre de jours travaillés. Sauf que là, maintenant, on va prendre sur les 24 derniers mois et on va prendre les jours travaillés et non travaillés. Donc, en fait, sur la même masse salariale, on va diviser par plus de jours. Donc, mathématiquement, l'allocation va baisser. Par contre, la durée d'affiliation va être plus longue. Donc, l'étude d'impact montre que l'allocation journalière va baisser environ de 17%, qui est quand même
C'est pas rien. est passé de 11 mois à 14 mois. Sauf que le gouvernement table sur le fait que les gens ne vont pas aller jusqu'à la fin de leur période de chômage faire des économies. Voilà, il y a à la fois le volet économique de réduction, Exactement. et il y a aussi l'idée, parce que c'est toute la philosophie de cette réforme politique, je sais pas, c'est de remettre les salariés en mouvement, enfin en tout cas ceux qui sont demandeurs d'emploi, de les remettre sur le chemin du travail. Avec l'argument, regardez, il y a beaucoup de pénuries d'emplois, il y a des postes non pourvus, reprenez le boulot. Exactement. La réforme ne va impacter finalement que ceux qui ont des carrières un petit peu hachées, des CDD, des intérimaires. Oui, bien sûr. Parce qu'en CDI, il n'y aura pas d'impact. Par contre, effectivement, ceux qui ont eu des interruptions, forcément, ils vont avoir mécaniquement une allocation plus faible. Donc on est d'accord, ça pénalise les CDD, les gens qui ont des contrats courts, parce que quand on va aligner jours travaillés et non travaillés, évidemment, mathématiquement, ça baisse. Ils vont perdre. Donc sur cet élément précis du Conseil d'État, qui a donc tenu son audience le 14 octobre, qu'est-ce que ça peut remettre en question ou qu'est-ce que ça peut valider pour être concret ? Concrètement, il s'était déjà prononcé en novembre en disant qu'il y avait une rupture d'égalité entre les CDD et les CDI, c'est-à-dire que forcément l'intérêt général qui est l'assurance chômage n'était pas respecté. Le gouvernement en a pris acte et a instauré des mesures de plafonnement. Donc, il va atténuer un petit peu. Voilà. Mais les syndicats trouvent ça pas suffisant. Donc, du coup, ils attaquent. Par contre, on avait 2 clauses qui étaient soumises à retour à bonne fortune, ce qu'ils appellent. C'est-à-dire que l'économie s'améliore. Et donc, au 1er décembre, on va avoir la fameuse dégressivité des allocations pour les hauts revenus. C'est-à-dire que les allocataires qui gagnent déjà le cas avant, qui gagnent plus de 4 500 euros, pouvaient toucher leurs allocations à temps plein pendant 8 mois et à partir du 9e mois avaient une dégressivité de 30%. Là, on va diminuer à partir du 1er décembre. Si tout va bien, on va effectivement passer pendant 6 mois à taux plein et à partir du 7e mois. Vous voyez, donc du coup, les mesures se durcissent et toutes ces mesures-là, mis bout à bout, l'Unédic table sur une économie quand même de 2 milliards. C'est intéressant ce que vous dites parce que l'argument du gouvernement, c'est de dire l'inverse. C'est pas du tout pour des raisons économiques ou de réduction. C'est plutôt parce qu'on veut recréer un mouvement sur le marché du travail. C'est l'argument qui est évoqué en tout cas pour justifier la réforme. Exactement. Donc il y a les 2 volets. Mais c'est vrai que l'Unédic en tant que telle, elle-même, évalue l'impact en disant qu'il y aura des économies d'allocation. Estelle, un mot sur le bonus-malus. Ça, c'est intéressant, c'est un peu technique, parce que ça, c'est du côté employeur. C'est ceux, si j'ai bien compris, qui abuseraient de contrats courts, on est bien d'accord ? Alors ça, c'est une mesure phare, effectivement, qui est rentrée en vigueur dès le 1er juillet, où on va finalement soit sanctionner, soit récompenser les employeurs qui ont un taux de séparation plus important que les autres. C'est pas des divorces, c'est ça. Attention. Alors, le taux de rupture de contrat de travail. On va penser que c'est le salarié qui divorce. Exactement. Et donc, du coup, on va moduler leur cotisation patronale d'assurance chômage. On a identifié 7 secteurs qui ont un taux de séparation de plus de 150%. Voilà, donc ça va être hôtellerie, restauration, travail du bois, etc. Et on va avoir une période d'études pendant 1 an, là, de septembre à octobre de l'année prochaine. Et si ils ont continué, entre guillemets, à avoir énormément de CDD très courts, d'intérimaires. Bam, sanction. Ils auront une surcotisation d'assurance patronale, d'assurance chômage. Du coup, actuellement, la cotisation, c'est 4%. Au maximum, ça pourrait passer à 5,5%. Par contre, s'ils s'améliorent, s'ils sont vertueux, ils auront effectivement un bonus à 3%. Encore une fois, je ne veux pas vous faire sortir de votre rôle d'expert juridique, mais c'est quand même très injuste pour des métiers ou des secteurs où on sait qu'il y a une saisonnalité et qu'on ne peut pas faire autrement que d'embaucher en CDD. Il y a des secteurs où on peut se permettre de préparer des CDI et d'en signer d'ailleurs, mais il y a des secteurs où le CDD est obligatoire. Donc en fait, on va pénaliser ces secteurs. Alors attention, on va quand même regarder sur le secteur concerné. On parle vraiment de CDD très courts. Donc, effectivement, les extras vont être concernés, ils vont être pénalisés. Mais, effectivement, on va regarder sur l'ensemble du secteur. C'est-à-dire, on ne va pas regarder une seule entreprise, on va regarder l'ensemble du secteur. Mais c'est vrai que c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron sur le bonus-malus. Et d'ailleurs, c'est sur ce point-là que les partenaires sociaux n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Ils ont refusé de signer la convention chômage. Et c'est pour ça que le gouvernement l'a imposé
par décret. Et oui, à On récupérer oublie, mais en 2019, c'est comme ça. Oui, c'est vrai que on a oublié le début de l'histoire. Les Exactement. partenaires sociaux ne s'étant pas mis d'accord, l'État a dit je reprends ce dossier, c'est moi qui vais régler l'affaire par décret. Historiquement, c'était les partenaires sociaux qui se mettaient d'accord sur une convention chômage. Et là, pour la première fois, ils n'ont pas réussi. Et depuis, on a ces fameux décrets réguliers. Merci Estelle Damilano. On n'a pas eu le temps de parler des guides conférenciers qui, eux, sont en première ligne parce qu'ils ont des vrais soucis et ils vont voir leurs revenus baisser de près de 20% en expliquant qu'ils ont quand même des temps de préparation et qu'ils sont évidemment pénalisés. Il y a un impact fort. Donc évidemment, ça ne touche pas des millions de collaborateurs, mais les guides conférenciers sont touchés fortement par cette réforme. Je crois que le gouvernement est en train de réfléchir justement à aménager le statut des guides conférenciers, me semble-t-il, qui serait un statut équivalent aux intermittents du spectacle. Exactement. Les intermittents avaient une année blanche, mais pas les guides conférenciers. Exactement. Merci Estelle Damilano de nous avoir éclairé sur ce sujet. Il reste encore donc la décision après cette audience du 14 octobre. Tout n'est pas encore totalement réglé sur cette réforme de l'assurance chômage. La bataille fait rage entre les partenaires sociaux, on l'aura compris, les syndicats et le gouvernement. On fait une courte pause et on va s'intéresser là à une petite révolution. Un peu, vous savez, pour ceux qui s'en souviennent en tout cas et qui étaient nés, un peu sur le modèle des maisons de la jeunesse, des MJC, tout ce mouvement très maillé sur le territoire. Là, on va parler des tiers-lieux, qui sont des espaces où les salariés peuvent à la fois venir travailler, mais aussi les auto-entrepreneurs, ceux qui créent leurs entreprises, et pas uniquement dans les grandes villes, ce qui rend évidemment le phénomène très intéressant, mais aussi dans des petites villes. Et ça concerne déjà des centaines de milliers de salariés, qui ne sont plus obligés de faire des centaines de kilomètres. On parle des tiers-lieux à l'occasion de la remise d'un rapport au Premier ministre remis par Patrick Lévivette. Il sera et il est notre invité juste après cette pause. Le cercle RH sous forme de débat ou de regard croisé, on y revient dans quelques instants. On va parler des tiers-lieux. Vous en avez sûrement entendu parler. Alors, c'est pas du coworking, pas tout à fait. C'est une petite révolution dans la manière de travailler. Et cette révolution est portée par un rapport, notamment porté par Patrick Lévivette, qui a été remis au Premier ministre. C'était dans le Calvados il y a quelques semaines. Qu'est-ce que les tiers-lieux? À quoi servent-ils? Ne serait-il pas un levier potentiel de relance? Possiblement. On va en parler avec mes invités. Patrick Lévivette, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir de vous accueillir sur l'émission Smart Job, président de la Fondation Travailler Autrement et président de l'association France Tiers-Lieux, qui est le sujet qui nous très beau rapport, une synthèse et puis un gros rapport très épais remis au Premier ministre. C'est un travail titanesque que vous avez mené avec une équipe, faut-il le préciser, avec des photos, avec des expériences très concrètes dans des villages. On va y revenir avec vous. Et puis à vos côtés, puisque vous partagez ce mot, vous avez ce mot en commun, les tiers-lieux, Gauthier Tout-le-Monde. Bonjour Gauthier. Bonjour Arnaud. C'est un plaisir de vous revoir. Président de Web Island. Nous sommes d'accord ? Nous sommes d'accord. Vous avez fait des... Alors, vous avez des tiers-lieux, vous portez cette question, vous êtes chef d'entreprise à l'origine, entrepreneur, il faut le préciser. Puis un jour, vous vous êtes dit, tiens, je vais aussi, moi, vivre mes aventures et je vais travailler à distance et montrer que, même en travaillant dans le désert d'Oman, on va voir quelques images dans un instant, on peut produire, on peut réfléchir. Alors, vous êtes toujours accompagné d'un animal, vous êtes seul. Vous êtes un peu le Tom Hanks dans le film, tout seul, avec son ballon de basket et ses cheveux sur la tête en laine. Il y a un peu de ça chez vous, une sorte d'aventurier. Le tiers-lieu, pour vous, c'était quoi l'idée du tiers-lieu? Puisqu'on va parler maintenant concrètement de ce sujet, mais le tiers-lieu, ça dit quoi pour vous? Alors, à l'origine, je voulais prouver qu'avec les nouvelles technologies, l'énergie solaire, on pouvait vivre en totale autarcie de n'importe où. Et vous l'avez prouvé? Je l'ai prouvé. Il s'avère que dès l'âge de 5 ans, je rêvais de partir sur une île déserte avec un chien. Et en 2005, j'ai rejoint l'explorateur Jean-Louis Etienne à Clipperton. Je me suis aperçu que les scientifiques qui travaillaient là avaient des ordinateurs alimentés par des panneaux solaires. Et ensuite, en 2010, j'ai participé au premier tour du monde de l'histoire à l'énergie solaire avec un bateau qui s'appelait Planète Solar. Et donc, je me suis dit, l'énergie solaire, c'est génial. Et donc, je vais pouvoir vivre à la fois mon rêve d'enfant et mon rêve d'entrepreneur, qui est de pouvoir travailler à distance à un certain moment. C'est un tiers-lieu pour montrer aussi qu'on peut utiliser des énergies renouvelables qui vous permettent d'être autonome sans avoir besoin de prendre du pétrole et du gaz. On peut voir quelques images. Je crois qu'on a quelques images en régie. Toute l'équipe était assez impressionnée d'ailleurs de voir vos images de vous
vous, assis sur votre petit fauteuil avec le chat, votre chat. Parfois c'est un chien, parfois c'est un chat. Et puis on en a une autre où il y a les panneaux solaires qui sont intéressants. On voit bien que vous êtes dans le désert d'Oman, me semble-t-il, C'est ça. qui est un très bel endroit. Voilà, ça c'est assez impressionnant. Ça c'est vous dans le désert d'Oman. C'était en quelle année ça? C'était en 2017. 2017. Revenons à l'Hexagone, Patrick Lévivette, parce que bon, ça fait évidemment rêver. Ça vous évoque quoi, ce tiers-lieu? Parce qu'en même temps, c'est un tiers-lieu très bon temps. Hein. C'est moins moderne que vos tiers-lieux. C'est fascinant de voir la capacité qu'a l'homme d'aller n'importe où sur la planète aujourd'hui et de pouvoir travailler, y vivre, sans doute y survivre un peu aussi. Et en tout cas, ça doit être une expérience formidable. Survivre, non, vous n'êtes pas d'accord? Si, il y a entièrement on vit heureux ou on vit survie? Il y a différentes étapes. Les deux, hein. Les deux, ouais. Il y a différentes étapes. Les 15 premiers jours, c'est en général terrible, notamment sur l'île déserte parce qu'il pleuvait tous les jours, c'était très dur. J'étais sous-nutri, donc j'ai perdu 14 kilos, j'ai eu des maladies tropicales. Donc c'est à la fois le paradis et l'enfer, suivant les heures et les jours. Paradis et l'enfer. Bon alors, parlons des tiers-lieux, du rapport que vous remettiez à Jean Castex. Vous n'avez pas évoqué évidemment tous les risques de perte de poids dans vos tiers-lieux. Vous dites au Premier ministre, à travers ce réseau, que c'est un levier de croissance, un levier de relance. Expliquez-nous. Moi, j'ai comparé au début de l'émission ces tiers-lieux à une espèce de mouvement des MJC, une sorte de révolution très profonde de nos manières de travailler. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Oui, c'est d'ailleurs c'est un des éléments que j'évoque dans le rapport sur ce sujet. En réalité, dans les années 60, émerge la société des loisirs. On oublie que les vacances, c'est très récent, ça fait moins d'un siècle. Et à cette société des loisirs, André Malraux avait, dans le mouvement d'éducation populaire qui commençait à naître, avait suggéré de pousser cette idée des maisons des jeunes et de la culture pour permettre aux gamins d'aller en vacances, bien sûr, près de chez eux. En fait, le mouvement qu'on connaît et qu'on a mis en exergue d'une certaine façon depuis maintenant plusieurs années, depuis 3 ans, montre qu'on est passé de 1000 tiers-lieux à peu près en 2017 à probablement près de 4000 fin 2022. Ouais, vous dites 3500, probablement vers 4000 en 2022. Absolument. Ça. Donc 4 fois plus. 4 fois plus, dans une période dans laquelle on a été quand même confiné pendant 1 an, et sur des chiffres 2019 qui sont à peu près 2500, c'est-à-dire avant le Covid. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est tout à fait simple, enfin c'est assez logique, on va dire. C'est qu'on est face à des bouleversements et des transformations d'une ampleur inédite. La transformation numérique, elle est probablement aussi importante qu'a été celle de la naissance de l'électricité ou de l'écriture en son temps, puisqu'elle ouvre des perspectives, elle nous conduit à changer notre manière de consommer, de vivre, de travailler, de construire. Et donc, à partir de là, elle bouleverse au fond nos mentalités, nos aspirations. Ça, c'est le premier point. Puis vous avez d'autres révolutions qui sont en train d'arriver et qui viennent cumulativement, on va dire... Le numérique, puisqu'on l'évoquait. Le numérique, mais la transition écologique est évidemment tout à fait importante. Le fait que l'on veuille redéployer localement, refaire de l'activité locale, reproduire localement, oui. Tout ça conduit au fond, chacun d'entre nous et collectivement partout sur le territoire, à inventer de nouvelles façons de faire. Et donc, d'inventer de nouveaux lieux pour le faire. Juste d'un mot, parce que je n'ai pas précisé que vous aviez à côté de cela, ce n'est pas votre activité professionnelle, Patrick Lévivette. Non. Vous avez une entreprise à gérer, une grosse entreprise. Quand même, qu'est-ce qui vous anime? Vous auriez pu tout à fait rester à la tête de votre entreprise, la gérer en bon père de famille, pour utiliser une expression. Là, vous vous impliquez, vous faites des réunions, c'est un travail titanesque. Pourquoi vous portez ces tiers-lieux à bout de bras? En fait, c'est pas tant les tiers-lieux au départ. Eh oui, il y a autre chose. Non, d'abord, moi j'ai toujours été convaincu, je l'ai toujours fait, c'est que quand on a la chance, la vie vous sourit, que vous conduisez des activités, et au fond, que la vie vous a souri beaucoup. Vous rendez J'aime pas le mot rendre, je dis participer à la vie et à l'activité de la cité et être un acteur de la cité. Et il se trouve que quand en 2018, j'étais venu en parler à l'époque chez vous. C'est exact, avec Welcome to the Jungle. Oui, exactement. On a fait émerger, on pensait qu'il y avait un phénomène émergent. Bon, vous avez devant vous un nombre d'acteurs qui tout d'un coup vous démontrent aussi de l'utilité économique et sociale
de ces lieux. Vous dites ça marche. Vous êtes embarqués. On y va. Vous êtes embarqués. Ah, vous êtes embarqués, ouais, c'est ça. Et après, il y a un sujet très simple dans ce pays. Si on veut faire bouger les lignes, il faut vraiment s'investir. Ce que vous avez fait. Oui, on fait bouger les lignes, on fait bouger les manières de penser des institutions de la République. Et on arrive jusqu'à ce que ce qui a été conduit, au fond, en 2018, on me regardait avec un air un peu condescendant, vos trucs, là, vos machins. Tiers-lieu, on ne savait pas trop ce que c'était. Quand j'ai emmené le Premier ministre dans un lieu en Normandie, qui est l'atelier normand, où on fabrique, on refait avec la main, le fer, le bois, on recrée vraiment de l'activité en hyper proximité. Il a fini par me dire, enfin je lui ai dit en 2018, on pensait que ces trucs c'était des trucs faits pour des machins avec des gens à cheveux longs, un peu des vieux gras, pulls, des caricatures. Des caricatures. C'est en fait aujourd'hui 150 000 personnes qui participent à des activités quotidiennement. En 2019, fin 2019, c'est 2 200 000 personnes qui ont fait un projet, une activité, et 4 millions de personnes qui ont participé à des activités culturelles. C'est un véritable phénomène de société. Et c'est une autre façon d'appréhender la vie. C'est aussi une capacité, évidemment... Et les territoires, si je peux me permettre. Et les territoires. Évidemment, des territoires, j'allais y venir. La crise sanitaire, en fait, elle a fini par convaincre, je pense, à peu près tout le monde, qu'on était un peu comme des hamsters dans notre société moderne, dans la roue. Alors, vous êtes allé loin. Sauf tout le monde. Des hamsters dans une roue. Et qu'au fond, en s'arrêtant, on s'est rendu compte de l'absurdité d'un certain nombre de modes de vie que nous avions. 1h30 de transport le matin et le soir, ça n'est plus envisageable mentalement. D'ailleurs, les jeunes générations le refusent. Et donc, vous recréez le sentiment que pour être utile, il faut remettre l'église au milieu du village. Et l'église au milieu du village, c'est donc travailler proche de chez soi. Je rappelle, en l'espace, je crois, de moins d'un siècle, on est passé de 10 minutes domicile-travail à pied à 1h, 1h30 en voiture ou en transport en commun. Ça dit tout du mode de vie, de la métropolisation et donc de la façon... Des galères. Mais oui. Et ça dit aussi combien nous avons devant nous des ressources incroyables pour répondre à cette transition écologique. Dans le premier rapport qu'on avait fait, des millions de CO2 qui sont de tonnes de CO2 qui sont économisées juste parce qu'on travaille 2 jours par semaine projeté chez soi. Donc on voit bien que les tendances qui viennent seront des tendances où la proximité va essayer de vivre et on va pouvoir vivre en proximité, travailler en proximité, et en même temps, évidemment, 2-3 jours par semaine, vaquer à ses occupations plus loin de son domicile, proche de son domicile. Je donne la parole à Gauthier tout le monde, mais on parlera du volet social, parce qu'il y a des exemples assez concrets, notamment cette femme qui s'appelle Pierrette et qui travaille à Alixan sur le volet RSA, le fait de remettre aussi en selle des personnes qui sont au RSA et qui vont pouvoir trouver une activité. En l'occurrence, Pierrette, elle s'occupe d'accueillir dans un des tiers-lieux, et ça c'est intéressant de parler de Pierrette, je ne sais pas si vous en êtes évidemment d'accord. Gauthier, tout le monde, vous vous retrouvez dans ce discours finalement d'une société qui tourne un peu sur elle-même comme le hamster, je reprends l'expression de Patrick Lévy-Vetz, et qui fait un pas de côté, parce que j'ai quand même le sentiment que vous aussi, dans la manière dont vous avez regardé votre vie, chef d'entreprise, ça marchait plutôt pas mal, puis vous faites un pas de côté, puis vous dites, tiens, je pars avec ma petite guitoune, mes petits panneaux solaires, mon ordinateur, mon chat. Est-ce qu'il y a une philosophie dans ce qui vous guide, là, dans ces choix de vie ? Alors, il y a une volonté écologique, et puis j'aime bien l'innovation. Et je trouvais qu'on était arrivé à un moment dans mon entreprise où on commençait à s'encrouter et vivre dans une espèce de routine que je trouvais extrêmement malsaine. Donc un jour, j'ai convoqué mon équipe et j'ai dit, voilà, je vais vous parler d'un projet qui est un petit peu original. Ah oui. Ils ont dû s'asseoir après. Donc il faut faire pas mal de pédagogie, parce qu'au départ, on dit, ça y est, ça le reprend, c'est un cinglé. Bon. Ouais. Et puis finalement, j'ai demandé si quelqu'un voulait partir à ma place, mais j'ai précisé que c'était en mode survie. Donc là, j'ai pas eu vraiment de candidat. Quand vous dites mode survie, c'est-à-dire on se débrouille pour l'eau, on se débrouille pour la nourriture. Vous récupérez l'eau. C'est Koh-Lanta en mieux, un petit peu mieux. Non, c'est pire. D'accord. Ah oui, c'est rassurant. Oui, c'est pire. Là, vous donnez vraiment envie à ceux qui vous regardent de dire je reste sur mon canapé là. Alors on dit souvent j'en ai marre, je vais partir sur une île déserte, mais on peut partir d'une façon différente. Mais en fait, j'avais bien préparé l'expédition avant mon départ avec mon équipe. Il faut quand même bien tout préparer pour éviter les bugs. Une fois sur place, je m'étais dit que pour supermarché, ce serait la mer. Or, pêcher n'est pas quelque chose de très facile. Bah oui, c'est vrai. Pêcher des poissons de lagon, parfois, ils sont carrément toxiques, donc vous ne les mangez pas. Ce qui fait que je me suis contenté de riz et de noix de coco. Et comme je n'ai pas une grande passion pour la noix de coco, je n'ai pris quasiment que du riz. Et donc, au bout de 15 jours, vous êtes totalement sous-nutri. Et j'ai eu des maladies tropicales, parce qu'évidemment, sur une île, il n'y a pas de... Sûr. Et donc, j'étais carrément affaibli. L'eau, vous aviez une source d'eau pour... J'avais pas de source d'eau, mais j'avais des récupérateurs d'eau, donc vous mettrez des... Qui permettaient de filtrer ?
qui permettait de filtrer. Donc, on peut voir quelques images, parce que je vois Patrick Lévy-Vetz qui porte ce sujet, c'est très hexagonal et je dirais très structuré, qui vous regarde et qui se dit, ce type est quand même un peu dingue. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Patrick ? J'ai rien dit, moi. Non, je vois dans vos yeux, vous dites, quand même, il est un peu dingue. Non, je trouve toujours intéressant quand l'homme cherche à découvrir, à aller au bout de ses limites et peut-être... j'imagine qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Si je vous mettais tous les deux sur une île déserte, je suis persuadé, même dans les mêmes conditions, que vous débrouillerez. Ouais. En fait, on a tous des capacités absolument incroyables à s'en sortir, à Oui, s'adapter. je suis pas sûr qu'on l'aurait choisi. C'est la différence avec vous. Oui, parce que nous, personnellement, on ne demande pas tous les deux à partir sur une île déserte, Oui, pour être assez honnête. Bon, faut le dire. Ensemble non plus. Ensemble non plus. Voilà, on n'a rien demandé. Regardez les images. Vous allez peut-être mieux vous rendre compte. Ce sont des images que vous avez rapportées, donc j'imagine faites par vous-même. Oui, vous autogérez aussi vos images. Tout à fait. Regardez, ça permet de mieux se rendre compte. Et puis comme ça, vous ferez un choix à l'issue en disant j'y vais ou j'y vais pas. Je vais plutôt aller dans les tiers-lieux mis en place par Patrick Lévy-Vetz et son association. Regardez. Vous aviez décidé de partir combien de temps, Gauthier Tout-le-Monde ? 40 jours, parce que c'est difficile de diriger une société au-delà de 40 jours, donc ça me paraissait un maximum. Donc si moi j'ai pu le faire à 10 000 km de mon bureau à Paris, à 10 km, il n'y a pas de problème, ça marche. Le citadin que j'étais a eu du mal à vivre au départ avec des tempêtes, qui étaient vraiment très fortes, des gros orages. Par contre, je voulais un chien, parce que je trouvais que ce serait un rempart contre la solitude. Je trouvais que des chats... Combien ? 5. Ah oui, parce qu'il y avait beaucoup de rats. Finalement, c'est extraordinaire. Je pense que le citadin, c'était Théodore Monod qui le disait, a complètement oublié tout ça. Donc moi, je l'ai réappris en 40 jours. Et 40 jours, c'est largement suffisant. C'est intéressant, Gauthier Tout-le-Monde, parce que ça rejoint exactement les dernières phrases de Patrick Lévy-Vetz sur l'idée qu'on a quand même capacité, alors là vous êtes dans l'extrême, mais que les urbains ont peut-être aussi beaucoup de choses à apprendre de tiers-lieux, d'espaces plus ruraux, ça c'est intéressant. Vous avez réussi, juste une question avant de redonner la parole à Patrick Lévy-Vetz, vous avez réussi à gérer votre boîte à distance ? Est-ce que concrètement c'était possible ? Vous avez pu envoyer vos mails, c'est en Indonésie, il faut le préciser là. J'ai pu, donc au large de Sumatra, j'ai pu envoyer des mails, on faisait quelques Skype, mais ça coûte très cher l'internet satellitaire, il n'y a pas de réseau. Mais ça fonctionne, donc on n'a pas... Les réunions sont courtes, au moins c'est l'avantage. Oui, mais on n'a pas dérogé sur la qualité des magazines que l'on sortait. Donc on a fait exactement la même chose, sauf que pour l'insulaire que j'étais, je commençais avant le lever du soleil vers 5h du matin. Oui. Et comme il y avait un décalage horaire avec la France, je me couchais vers minuit. Donc ça a été, du point de vue professionnel, quelque chose d'assez intense. Vous dormiez un peu l'après-midi, j'imagine, pour vous reposer un peu, non ? Oui, parce qu'il fait tellement chaud que vous ne tenez pas. Et juste un mot, vous avez appris quoi sur vous ? Justement, cette capacité. En fait, au départ, on a du mal à se supporter. Donc il faut déjà apprendre à se supporter, à se connaître. Mais on sait repousser ses limites constamment. Donc c'est possible de repousser ses limites. Vous avez aussi fait face, Patrick Lévy-Vetz, à des choses évidemment moins difficiles, c'était pas de l'extrême, mais face aux critiques, face à ceux qui vous disaient, vous le disiez, le tiers-le, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un machin public. J'aimerais que vous répondiez à cette question, parce que ceux qui nous regardent se disent, mais c'est encore un truc subventionné par l'État. Vous dites non. Il peut y avoir un accompagnement des institutions. D'ailleurs, dans votre rapport, il y a quelques personnalités, présidents de région notamment, présidents de département, mais ce n'est pas un machin public, on est d'accord ? Non, le phénomène des tiers-lieux, c'est d'abord un phénomène alternatif, même anti-institutionnel à l'origine, qui est né dans les années 60, 80, mais vraiment alternatif. Ce mouvement alternatif, petit à petit, il répond à un besoin de société. Et donc, il répond à un besoin de se retrouver proche de chez soi, je le disais, de faire des activités, d'innover. C'est aussi un mouvement qui vient après la désindustrialisation, qui fait que des territoires entiers se sont totalement vidés et de leur population et d'activités, et des hommes et des femmes qui ne veulent pas mourir, entre guillemets. Moi, j'ai eu ce mot, est venu quand je suis allé sur le terrain, dans des villes pauvres, et qui décident de se mettre ensemble et de recréer de l'activité. C'est vrai que le numérique a permis énormément de choses, et c'est vrai que ça redonne de l'espoir. Je rappelle, il y a 4 ans, il y avait 3 ans, il y avait 15 000 zones blanches, c'est-à-dire incapacité de passer une pièce Word ou un pièce PDF par les réseaux. Je veux dire, à 1 heure de Paris ou des grandes métropoles. Il y en a encore, mais moins. Il y en a encore de moins en moins en 2024. Ça aide aussi, le fait d'avoir des tiers-lieux. On est obligé de se connecter, ils sont obligés d'être connectés. Oui, bien entendu. Et donc, le sujet n'est pas public, il y a de l'aide publique. Enfin, si vous enlevez, c'est ce que je dis toujours, notamment à Bercy, si on enlève toutes les subventions et toute la commande publique du monde du bâtiment et de la construction, vous allez avoir
léger sujet dans ce pays. Donc, en fait, la question n'est pas de savoir s'il y a une intervention publique. La question, c'est si quand vous mettez 1 euro, vous avez de la création de valeur. C'est ça la vraie question qu'on doit se poser. Et ça s'appelle de l'investissement. Et la réalité, c'est que quand vous mettez aujourd'hui, on n'a pas les chiffres, on n'a pas une évaluation parfaite, mais ce qui est clair, c'est quand vous soutenez les tiers-lieux, en moins de 3 ans, c'était une économie sociale et solidaire, qui le reste d'ailleurs en partie, mais vous avez en 3 ou 4 ans un équilibre entre les fonds privés, les activités privées, les activités publiques de façon générale. C'est-à-dire que vous avez la fabrication de création de valeur qui est inhérent même à la notion de tiers-lieu, de valeur économique, et je vous vois venir, de valeur sociale. Et d'inclusion sociale, parce que c'est évidemment des outils formidables d'inclusion sociale. Oui, parce que pour ceux qui nous regardent, c'est pas la version pour les Parisiens, pour le moins, de coworking très moderne, avec la salle de sport. C'est pas tout à fait ça. Il peut y avoir dans un espace tiers-lieu un café solidaire, il peut y avoir plein de choses, des coopératives, il peut y avoir des réparateurs de vélos, il peut y avoir aussi des ingénieurs qui travaillent sur des fleurs, des plantes. C'est un peu ça, c'est une forme de diversité. Et puis c'est aussi de l'inclusion sociale, parce que si j'ai bien lu, notamment je pensais à Lixan, je citais tout à l'heure Pierrette, c'est des gens qui étaient au RSA à qui on les remet au travail et ils deviennent des animateurs, des médiateurs de tiers-lieux. Racontez-moi ce volet social aussi, qui est important. Alors, dans un tiers-lieu, d'abord le tiers-lieu il épouse le besoin de son territoire et ce que les citoyens et les gens font et vont venir faire à l'intérieur. Donc vous avez des tiers-lieux qui sont solidaires, vous avez du télétravail, vous en avez qui sont plus productifs. C'est très varié. C'est extrêmement varié, ça répond aux besoins du territoire et des personnes qui le créent ou qui le développent, donc de l'initiative et de l'engagement de ceux qui le font. Le deuxième point, c'est que tous ces lieux, quasiment tous, dès lors que vous sortez des grandes métropoles, mais vous en avez évidemment aussi dans les grandes métropoles, ont des activités d'utilité sociale. Au demeurant, le programme Territoire Zéro Chômeur et vient de créer des tiers-lieux. La Croix-Rouge se met en tiers-lieu, tout simplement parce que vous hybridez des activités et vous hybridez des typologies de personnes. Je ne vous ai pas demandé, c'est quoi le statut juridique ? C'est quoi ? Il y a un fonds de commerce, qui on va voir et quel est le statut juridique ? Je vais voir un avocat, je lui dis je veux créer un tiers-lieu. Il vous dit mais je ne peux rien faire pour vous, moi. Non mais c'est très simple. D'abord, vous avez le lieu. Il faut le bâti. Il faut le bâti, souvent mis à disposition par les collectivités. D'accord. Et puis après, vous créez une société. En général, ce sont des sociétés qui s'appellent des statuts qui s'appellent les SIC, qui permettent d'intérêt collectif. D'accord. Vous avez plusieurs types d'acteurs qui peuvent être dans le capital, dont la puissance publique d'ailleurs. Et puis vous avez aussi des associations. Mais essentiellement, c'est souvent de l'économie sociale et solidaire. Vous avez des entreprises tout court, des sociétés SA classiques. Donc en réalité, pour revenir au sujet social, vous avez énormément d'activités qui permettent en effet d'inclure des personnes en difficulté et de les remettre soit en activité, soit de faire un sas. Une transition pour revenir de loin, ils reviennent de loin, et pour évidemment permettre l'inclusion et d'être un sas avant le retour vers la vie professionnelle. Et vous avez dans ces lieux des patrons de start-up et des gens qui sont des demandeurs d'emploi. Vous avez dans ces lieux des gens qui s'occupent de transition numérique. Je rappelle, il y a 13 millions de personnes qui ne sont pas... où il y a un problème d'inclusion numérique. 13 millions de personnes sont éloignées du numérique, éloignées du monde d'aujourd'hui. Pas que des personnes âgées. Non. Et donc tout ce travail de lien social, de lien avec la population se fait à l'intérieur de ce tiers-lieu. Vous en pensez quoi de ce maillage territorial ? Parce que vous n'êtes pas parisien, je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes un homme du Nord, au sens propre du mot, du département du Nord. J'ai regardé la carte, le Nord est assez bien doté, la région centre, on a beaucoup moins qu'en Bretagne. J'ai vu que la Bretagne était très dynamique en matière de tiers-lieux. Le Nord, il se situe comment ? Bien doté. Bien, mais parce qu'il y a aussi une culture de l'entraide, de solidarité très forte dans le Nord. La culture d'entreprise, de l'entraide, c'est une région solidaire. Oui, absolument. Alors, je ne vais pas faire de publicité pour le Nord, mais les gens sont très sains, très gentils, très coopératifs, très solidaires, encore une fois. Donc, que ça se passe bien dans le Nord, ça ne m'étonne pas du tout. Je ne sais pas ce que ça serait si vous ne faisiez pas de pub pour le Nord. Non, il ne fait pas de pub pour le Nord. Mais les gens sont sympas, je confirme, j'ai travaillé assez longuement dans le Nord.
la suite de cette aventure qui est plus qu'une aventure, qu'est-ce que vous dit d'abord le Premier ministre? Parce que vous nous dites quand même que le lieu est un peu alternatif. Je pensais, historiquement, mais il y a un petit côté où on se rassemble tous, même si on ne fait pas le même métier. On va faire un jardin solidaire, on va faire du bio, on va faire... est-ce que ce côté un peu alternatif n'agace ou n'inquiète pas finalement les institutions qui se disent mais qu'est-ce que c'est ingérable? Et je trouve que vous l'avez institutionnalisé, vous lui avez donné, je dirais, une couleur très carrée. C'est quoi la suite maintenant de ces tiers-lieux? C'est de les suivre? La formule vient d'un conseiller de l'Élysée, pas plus tard qu'hier, donc c'est drôle, qui dit au fond, on n'y comprend pas grand-chose, mais en fait, ça marche. Eh bien, mais je trouve très intéressant parce que, évidemment, c'est totalement, je déteste le mot, mais disruptif dans la manière dont on conçoit les choses. On est dans une société en silo. Ce sont des lieux transversaux. On est dans une société où les activités ne se rencontrent pas. C'est des lieux où on hybride les activités. Ce sont des lieux. On est dans une société où les catégories socio-professionnelles ne se rencontrent plus. Et là, on a des gens de tous niveaux socio-professionnels. En réalité, la puissance publique, elle a du mal, d'où on vient, un mode de production industrialisé issu du 19e siècle, début du 20e, la puissance publique, et c'est normal, elle a du mal à s'adapter à ce qui ne rentre pas dans des cases. C'est clair. Pas que la puissance publique. Oui, mais en partie. Parce que quand vous regardez le monde économique et l'entreprise classique, elle est perturbée par la naissance, elle est fracassée par ces tiers-lieux. Elle a du mal à accepter, le management a du mal à accepter qu'on puisse aller travailler à distance et qu'on aille travailler. En fait, si on n'est pas dans le bureau, dans notre pays, en management, ça veut dire que forcément, on est en vacances. Vous glandouillez, c'est ça. Donc voilà, donc cette réalité-là, elle est en train de bouger. Elle bouge tout simplement parce que c'est une aspiration citoyenne et que la puissance publique, les acteurs et les hommes politiques sont eux-mêmes contraints d'écouter, d'entendre cette réalité. Donc il faut organiser différemment, il faut penser différemment. Pour revenir à ce que vous me posiez, le Premier ministre, il prend acte. Je pense qu'il a été très perturbé. Lui aussi. L'idée qu'il avait créé un tiers-lieu chez lui à Prades, un petit tiers-lieu, mais il l'avait fait comme on crée une association. Quand il rentre dans un lieu où des artisans produisent créent de la valeur, où des start-upers lui disent qu'ils ont déjà vendu des prototypes dans le monde entier, ou qu'une designeuse, ou plus exactement une artiste, nous montre un objet qu'elle a vendu au musée de Corée, il se passe quelque chose de très concret et très opérationnel. C'est évidemment formidable pour la relance, et c'est formidable parce que ça dit quelque chose de notre capacité d'innovation, de notre capacité de transformation. Ça dit quelque chose dans une société où on a toujours peur, et au fond la peur de ces transformations domine fortement. Ça dit quelque chose de notre capacité de nous renouveler dans le futur. Et puis de sauver nos territoires, dont on nous dit régulièrement dans des reportages, désertification des centres-villes, départ des jeunes qui n'ont plus de travail et qui permettent de maintenir de l'activité dans des zones extrêmement rurales ou un peu reculées hors métropole, puisque dans la carte, il y a les tiers-lieux métropolitains, puis il y a les tiers-lieux hors métropole qui sont intéressants d'ailleurs à examiner. Et qui sont plus nombreux qui sont plus nombreux que dans les métropoles. Quand on observe la carte. Gauthier, je ne l'ai pas précisé, vous êtes chef d'entreprise, vous avez fait de la fusion-acquisition au départ il y a très très longtemps, vous avez créé votre entreprise, puis un jour on vous a retrouvé dans les images qu'on a vues, c'est-à-dire qu'il y a une machette à couper des herbes et à vous nourrir de riz. C'est quoi la suite de votre aventure? Parce que pour vous, je peux parler d'aventure. Qu'est-ce que vous souhaitez faire maintenant? Alors, je vais faire quelque chose qui va peut-être un peu vous étonner, c'est que je vais créer un tiers-lieu. Plus rien ne m'étonne. Un tiers-lieu sur une île déserte au large de Bornéo, une île d'une 50aine d'hectares, dans laquelle des gens pourront faire du coworking. Mais là, c'est le niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'on vit en collectivité, ce qui n'était pas le cas avant. Une dizaine de personnes qui pourront s'initier à la vie sauvage, donc avoir moins le réflexe digital qu'une envie animale, je dirais, pour vraiment se réapproprier une vie en pleine nature, tout en travaillant. Et c'est une idée qui plaît beaucoup à un certain nombre de développeurs dans l'informatique qui seront un peu des nomades, digital nomades. Ouais, c'est eux qui portent le digital nomade. Et quand j'en ai parlé quelques-uns, la planche de surf, c'est l'ordinateur. Ils ont trouvé ça génial. Sauf que j'ai dit, attention, c'est en mode survie, donc il faut apprendre à manger du poisson, enfin trouver du poisson, le pêcher, manger des racines. Là, vous perdez un peu en clientèle quand même. Non, finalement, ça leur plaît. Ça leur plaît. Je crois qu'il faut apprendre aussi à soustraire dans ces cas-là. En fait, vous recréez le kibbutz du début du XXe siècle. C'est un peu
ça. C'est un peu ça. C'est ça. Et- On cultive, on cueille, on ramasse. C'est exactement ça. Voilà, on coupe le blé Exactement. et on fait son pain. Mais vous savez que ce qui sont les tiers-lieux qui se développent le plus en ce moment sont les tiers-lieux nourriciers Eh en oui, France. bah oui. Tiers-lieux nourriciers où des agriculteurs ou des personnes viennent se mettre ensemble, mutualisent les outils Bah oui. et développent de l'agriculture. Donc vous pouvez peut-être faire de l'agriculture. Ah mais c'est ce Ah bah, qu'on avait ok. prévu. Et par ailleurs, 10% de nos revenus sont reversés à un village de pêcheurs qui est à 5 heures de bateau. 5 heures, oui, c'est à côté, quoi. Donc c'est à côté. Ouais. Donc on va éduquer les enfants pour la protection de l'environnement, éduquer les pêcheurs à ne plus mettre de la dynamite dans les coraux pour récupérer du poisson. Donc il y a un projet qui est environnemental qui est derrière. Donc on va replanter des coraux. Et là, vous allez partir 2 ans. On verra. Mais vous Et- avez l'île, on est d'accord. Là, Vous il avez ne bien... le dit pas à cause de sa femme. Ouais, c'est ça. Elle nous regarde. Elle nous regarde. Vous avez bien l'espace, hein. Gauthier, vous avez bien une île, vous savez où vous C'est allez. une île de 50 hectares, 50 hectares. qui Là, le problème, est totalement déserte, mais qui appartient à un Français. Là, voilà, exactement. Vous n'y êtes pas aujourd'hui pour les raisons liées à la crise Covid. Tout à fait. Vous en êtes où là? Vous êtes en train de préparer les sacs, vous êtes en train de vérifier les règles juridiques. j'attends. C'est quoi le... J'attends pour l'instant aller en Indonésie, c'est assez compliqué, mais je pense que d'ici 3 mois, ce sera bon. Donc on lancera ça à ce moment-là. Et vous avez déjà le Et- client, la clientèle qui s'est inscrite? J'ai pas mal de gens à qui j'en ai parlé qui sont enthousiastes et qui me demandent quand est-ce qu'ils peuvent réserver, parce qu'on va faire aussi du team building. Donc en gros, ce sont des expériences d'entreprise, mais façon Koh-Lanta. Tiens, et si l'équipe Bismart allait faire un petit team building chez vous, ce serait génial. Avec plaisir. Ça nous permettrait évidemment de nous réapproprier la nature. Et vous ferez la première émission de télé sur une île déserte. Ah mais ça serait formidable. Si on avait assez d'énergie grâce à vos panneaux solaires, on pourrait l'imaginer. Écoutez, l'invitation est lancée. Je ne suis pas sûr que toute l'équipe parte avec moi en courant, mais en tout cas, l'invitation est lancée. Merci à vous, Gauthier, tout le monde. Robinson, volontaire, c'était votre livre en 2015 qui était sorti. Puis la préparation, si vous avez besoin de renseignements, il a un site internet. Si vous vous dites, tiens, moi je suis un digital natif, je vais partir, et ben c'est le site internet de Gauthier Tout le monde. Je remercie Patrick Lévivette d'être venu nous rendre visite parce que l'emploi du temps est chargé. Les rapports sont assez riches. Il y a un rapport très épais, très détaillé, avec des photos, de très belles photos d'ailleurs. Et puis il y a un rapport de synthèse avec des propositions concrètes parce que diagnostic, mais aussi propositions pour pérenniser, c'est le mot qu'on peut garder peut-être, pérenniser ces tiers-lieux pour pas que dans 2 ou 3 ans, elles disparaissent. Il faut continuer à les soutenir. Merci Patrick Lévivette d'être venu. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Alors là, on revient à un sujet un peu concret, les métiers du ferroviaire. C'est un peu compliqué parce que, comme dans beaucoup de secteurs, il y a pénurie et ces métiers ouvrent leurs portes pour mieux faire connaître leurs activités. On en parle dans Fenêtre sur l'emploi. Le ferroviaire, on en parle dans Fenêtre sur l'emploi, les métiers du ferroviaire. Alors quand vous prenez le train, c'est tout ce que vous voyez autour. Parfois, quand le train s'arrête, on voit des salariés, des collaborateurs qui sont sur les rails, qui réparent, qui entretiennent. On en parle parce que il y a pénurie et évidemment, c'est des métiers qui ont envie de se faire connaître et c'est bien normal. On en parle avec Yvan Pacchiodo. Bonjour Yvan. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Sferis. Alors Sferis, c'est une filiale SNCF, on est bien d'accord? C'est bien. SNCF a réseau. C'est réseau. Très important de le préciser. Et vous êtes un des acteurs principaux de ces métiers. D'abord, les métiers à l'intérieur de Sferis, c'est quoi? Et ensuite, on va parler de vos portes ouvertes et de la volonté d'attirer des talents. C'est quoi les métiers chez Sferis? Ok, les différents métiers chez Sferis. Alors déjà, Sferis peut-être. Oui, bien sûr, Sferis. Petite info sur Sferis, c'est une entreprise qui a bientôt 10 ans. Elle aura 10 ans le 14 février prochain, donc elle est assez jeune. Et aujourd'hui, on est plus de 1000 salariés. Donc on a progressé dans le temps. Et dedans, on retrouve en fait différents métiers. Des métiers qui sont, comme vous le dites, autour de ce qui se passe sur les voies ferrées. Et notamment tout ce qui est sécurité des chantiers. Et il y a des prestations de sécurité autour des chantiers pour assurer la sécurité des travailleurs en fait sur les voies ferrées. Mais c'est important. C'est super important quand même. Parfois il y a des trains qui passent. Exactement, absolument. Et c'est justement, comme vous dites, faire des annonces de train par exemple. Et puis après on a des travaux plus classiques, travaux de voie, c'est-à-dire en gros la traverse, le ballast, le rail, des travaux de signalisation dans les postes d'aiguillage par exemple, et puis les travaux caténaires pour les fils qui alimentent l'électricité au-dessus. C'est les fils, tout ce qui parfois saute, qui fait que le train peut plus rouler. Voilà, c'est ça. Et là c'est embêtant. Réparation aussi? Réparation également, donc maintenance, travaux, c'est-à-dire réparation également, oui, de toutes ces composantes. C'est tout ce qui permet au train de rouler. Exactement. Dans des conditions de sécurité maximales. Absolument. Parce qu'en fait, n'oublions pas, le train, c'est un système ferroguidé. Donc il est guidé par la voie, il est guidé par le
réseau et donc il faut que le réseau soit entretenu pour que les trains roulent en toute sécurité. Yvan Pacchiodot, 2 questions, mais qu'on pose souvent à nos invités dans cette rubrique. Est-ce qu'il y a pénurie aujourd'hui de main-d'œuvre? Est-ce que vous avez des difficultés? Parce qu'il y a quelques jours à Autun, dans la Creuse, me semble-t-il. Non, c'est dans la Nièvre. Dans la Nièvre, vous voyez, ben voilà, j'étais sûr qu'Autun était dans la Creuse. Vous avez fait des portes ouvertes pour faire connaître vos métiers. Il y a pénurie ou pas? C'est compliqué aujourd'hui de recruter dans ces secteurs? Oui, votre secteur? Oui, c'est particulièrement compliqué. En fait, on est dans un secteur en fait en pleine expansion où tout le monde veut du ferroviaire. C'est chouette. On veut entretenir son réseau. Hein. Oui. C'est quand même une bonne chose. Et pour le coup, on a besoin de rechercher des ressources. Et on a une montagne de travaux à réaliser et on n'arrive pas forcément à trouver des ressources. Et alors des ressources, quel que soit le niveau on va dire de formation, de diplôme en fait. On a un champ en fait de recherche qui est assez large. Et donc, vous le disiez, on était à Autun, mais en fait, Sferis est une entreprise dont le siège est à Paris, mais qui travaille sur l'ensemble de la France. Bah oui. Donc, on est allé rechercher à Autun parce que, je vous l'expliquerai peut-être après, on a une école de formation qui est basée à Autun. Mais on recherche des gens un petit peu de partout en France. Comment vous faites, excusez-moi, parce que vous avez près de 1000 collaborateurs, vous avez 233 chantiers en cours, c'est-à-dire partout en France, là où on appelle Sferis, réparation, caténaire, on a compris. Comment on fait pour recruter? Alors vous venez à la télévision nous dire, on ouvre les portes, il y a des écoles de formation, il y a Pôle emploi. Comment on fait là pour attirer des jeunes? Parce que j'imagine qu'il y a aussi à la fois des techniciens confirmés, mais aussi des jeunes. Ouais. Alors, vraiment, la démarche, c'est de se faire connaître. Vous êtes un bon canal pour moi aujourd'hui. Mais la marque Sferis, qu'on connaît, ce Sferis? C'est ça. Il faut connaître la marque Sferis, donc à travers la presse locale, à travers des actions locales, comme on le disait tout à l'heure, à travers la télévision. C'est vraiment tous les moyens qui sont utiles de faire connaître ces métiers finalement peu connus du ferroviaire. Parce que quand on parle ferroviaire, on pense conducteur, contrôleur. Ou les gens dans les bureaux qui gèrent. Voilà. Et donc des métiers assez traditionnels. Là, c'est quoi les métiers par corps de métier? On a quoi? On a des chaudronniers, on a des techniciens, on a des informaticiens, on a quoi? C'est quoi les métiers autour du ferroviaire? Ça va dépendre du métier qu'on va exercer, très clairement. Hein. On va du métier, par exemple, le mainteneur de la voie, on n'attend pas qu'il ait particulièrement de diplôme. Par contre, dès qu'on rentre dans des métiers un petit peu plus techniques, électrique, caténaire, on a du bac pro, du BTS, enfin jusqu'à l'ingénieur, puisqu'on a aussi des ingénieurs. Donc on a le champ total en fait de compétences, en fait de diplômes en tout cas, voilà qui est. Et vos recherches, c'est quoi pour terminer? C'est quoi votre champ de recherche? Vous avez besoin de quoi aujourd'hui? De gens sur le terrain qui sont des emplois pas forcément qualifiés au sens propre du mot, mais qui permettent aussi de pouvoir progresser, j'imagine, à l'intérieur de l'entreprise? Alors ça, c'est super important aussi. C'est dans les éléments tout à l'heure que je vous ai expliqué un petit peu des fonctions. C'est des progressions intérieures. Voilà, il y a deux choses que je ne vous ai pas données tout à l'heure. On s'occupe de la gestion d'infrastructures, c'est-à-dire qu'on fait les agents circulation, en fait, qui font circuler les trains, et on s'occupe de la maintenance. Et on a un centre de formation. Et le centre de formation, c'est un atout parce qu'on forme au métier du ferroviaire. Et donc, du coup, on prend des jeunes avec ou sans diplôme et on les forme au métier du ferroviaire. On les qualifie pour le métier du ferroviaire. Donc on leur donne aussi ses premières expériences. Donc c'est super intéressant. Et après, on a de très beaux parcours de progression depuis ces 10 ans dans l'entreprise, où des gens sont rentrés comme simples opérateurs et qui sont aujourd'hui conducteurs de travaux. Avant de nous quitter, sans passer par le centre de formation d'Autun, on est d'accord, hein, on peut aussi rentrer chez Sferis sans passer par la case de la Nièvre. On est bien d'accord là-dessus. Alors, Ou alors il y a quand même une petite formation. Il y a une formation nécessaire. Voilà, pour tout le monde. Sauf si vous êtes déjà du milieu ferroviaire. Mais si vous n'êtes pas du milieu ferroviaire, il est important que vous soyez formé en fait à cet environnement-là. Cette question est importante. Et dans les dernier mot. Oui. Alors un dernier mot. Vous avez compris que c'était ouvert à tout le monde. Par contre, ce qu'on recherche plutôt, c'est des gens en fait qui aient souci de la sécurité. En fait, qui soient rigoureux. Rigoureux, évidemment. On l'a dit tout à l'heure, il y a des gens sur les voies, il faut les protéger. Donc, c'est vraiment les éléments principaux qu'on va rechercher. De la rigueur. Mais je vous invite à regarder le site de Sferis. On recrute aujourd'hui. Pour la fin d'année, on recherche 112 personnes encore. Voilà. 112 personnes chez Sferis. Allez sur l'onglet recrutement. Merci Yvan Pacchiodot. Vous mouillez la liquette comme on dit parce que vous allez faire des portes ouvertes mais aussi à la télévision pour dire venez aussi rejoindre ces métiers qui sont des métiers intéressants dont on a besoin de beaucoup de rigueur et puis je dirais de conscience professionnelle parce qu'on travaille avec évidemment des trains qui roulent à très grande vitesse. Merci Yvan Pacchiodot, directeur général de Sferis avec l'onglet recrutement. Plus de 100 personnes à recruter chez Sferis. C'est la fin de notre émission. J'ai été ravi évidemment de la partie
partagé avec vous. Merci à toute l'équipe. Merci à Alice Pitavi pour la réalisation. Merci à Guillaume pour le son. Merci à Fanny Griesmer et à Margot Ruot, incontournable dans cette émission. Merci à vous qui nous regardez et qui réagissez chaque jour. Merci pour votre fidélité et à très très bientôt. Bye bye.